Merci de regarder la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Un calendrier chargé pour le président de la République, professeur Alpha Condé, était ce matin avec son frère et ami Recep Tayyip Erdogan. Ils ont parlé coopération. Il est l'un des hommes à avoir contribué à l'expansion de l'islam, particulièrement au Fouta. C'est le chef guerrier Karamoko Alpha Molabé. Plus de 3 siècles après sa disparition, ses descendants reviennent sur ses traces. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Un calendrier chargé pour le président de la République, professeur Alpha Condé, était ce matin avec son homologue frère et ami Recep Tayyip Erdogan. Ils ont parlé coopération. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Un calendrier chargé pour le président de la République, professeur Alpha Condé, était ce matin avec son frère et ami Recep Tayyip Erdogan. Ils ont parlé coopération. Il est l'un des hommes à avoir contribué à l'expansion de l'islam, particulièrement au Fouta. C'est le chef guerrier Karamoko Alpha Molabé. Plus de 3 siècles après sa disparition, ses descendants reviennent sur ses traces. Du sport avec les phases finales du tournoi scolaire 2017, les équipes compétissent dans 4 disciplines. L'heure est au préparatif de la finale proprement dite. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur les antennes de la RTG. On commence par ce tête-à-tête du chef de l'État avec son homologue turc, professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan ont discuté de l'axe de coopération Conakry-Ankara. Plusieurs domaines d'intervention ont été ciblés. Commentaire Sanassi Keita.
L'entretien entre les deux chefs d'État a duré plus de 3 heures. Professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan ont échangé sur plusieurs sujets, notamment l'énergie, l'agriculture, la sécurité, la formation, la santé et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président turc a rassuré son hôte de marque de son soutien sans détour dans la réalisation de nombreux projets de développement en Guinée. Recep Tayyip Erdogan a en outre félicité professeur Alpha Condé pour non seulement son élection à la tête de l'Union africaine, mais aussi et surtout pour les nombreux progrès enregistrés en Guinée dans les domaines de la stabilité, des infrastructures routières, de l'énergie et surtout de l'agriculture. Et c'est dans cet esprit de solidarité de voir les relations d'amitié et de coopération mutuelle se renforcer davantage entre les peuples turcs et guinéens que le président Erdogan a raccompagné professeur Alpha Condé, qui lui est satisfait de cet entretien de plus de 3 heures. Bien avant cette rencontre entre présidents, professeur Alpha Condé a reçu plusieurs hommes d'affaires turcs en audience. Ils ont parlé des possibilités d'investissement en Guinée. Les domaines ciblés sont l'énergie et l'agriculture. Suivez le commentaire de Sanassi Keita. Pour les assises axées sur l'agriculture entre la Turquie et l'Afrique à Antalya, le président de la République reçoit en audience plusieurs hommes d'affaires turcs évoluant dans divers domaines d'activité, comme les mines, l'agriculture, l'énergie ou encore la construction des logements sociaux. Tous sont venus exprimer au chef de l'État leur souhait de venir s'implanter en Guinée, dans le but de travailler avec le gouvernement pour non seulement assouvir les aspirations du peuple guinéen en ce qui concerne le développement, mais également créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Professeur Alpha Condé leur a en tout cas promis toutes les garanties nécessaires en Guinée pour pouvoir jouer leur partition dans le développement du pays, dans un esprit surtout de partenariat mutuellement bénéfique. À Istanbul également, le président de la République a reçu en audience plusieurs personnalités, entre autres le directeur général d'Exim Bank et le vice-premier ministre turc en charge du Trésor. Les échanges entre professeur Alpha Condé et le patron d'Exim Bank portent sur le financement de nombreux projets importants en Guinée, notamment la construction des habitats sociaux et surtout l'énergie. Avec le vice-premier ministre turc en charge du Trésor, le chef de l'État a témoigné de sa volonté de faire en sorte que les relations de partenariat entre la Turquie et la Guinée connaissent un progrès pour le plus grand bonheur des peuples guinéens et turcs. Une manière encore pour professeur Alpha Condé de renforcer davantage l'axe de coopération Conakry-Ankara. À la suite du journal, mais avant, ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret numéro D/95/250/PRG/SGG du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés, et que la journée du lundi 1er mai 2017, fête internationale du travail, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. Le chef de cabinet, Mohamed Traoré. Je vous amène à Bamako où se tient la 8e session de la commission mixte Guinée-Mali. Les experts font l'état des lieux de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est l'émissaire du président de la République à cette rencontre. Le général Bourema Condé est reçu par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Mahmoud Bari, envoyé spécial. L'envoyé du chef de l'État, professeur Alpha Condé, reçu en audience par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le général Bourema Condé était porteur d'un message du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour le président malien. Les deux présidents, Ibrahim Boubacar Keïta et Alpha Condé, entretiennent d'excellentes relations d'amitié depuis plusieurs décennies. La Guinée et le Mali sont deux pays amis depuis des lustres. Ils partagent des liens de fraternité et de coopération, sans compter le taux élevé de trafic et d'échanges entre les deux États. Plusieurs centaines de kilomètres lient le Mali et la Guinée. Les habitants de ces deux États se côtoient au quotidien. C'est pourquoi professeur Alpha Condé et Ibrahim Boubacar Keïta multiplient les contacts pour consolider ces liens d'amitié, de coopération, mais aussi de bon voisinage.
Au sortir de l'audience, l'envoyé du chef de l'État guinéen a répondu à nos questions. Je suis donc porteur d'un message du frère et ami du président Ibeka, le professeur Alpha Condé, à son frère et ami, le président de la République du Mali. Il a donc été question, le président Ibeka maîtrisant parfaitement l'histoire, la sociologie des deux peuples, des deux pays, il est revenu à son Excellence, Monsieur le Président, de nous faire donc un aperçu de ce qui a existé depuis toujours entre les deux pays, de ce qui prévaut aujourd'hui et de ce que la projection va être pour le futur. Notamment, quand on parle de grandes commissions, on parle de projets intégrateurs. Là-dessus, il faut parler du chemin de fer qui va faire Conakry, Bamako, Bobo Dioulasso, Niamey. Et nous nous sommes dit que pour cette fois-ci, les résolutions ou les accords signés dans les travaux de la session de la grande commission ne doivent pas rester de vains mots. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille à la réalisation de nos objectifs, que cela soit précisé. Monsieur le Président de la République nous a donné toute l'assurance de son soutien quant à la volonté du Mali d'œuvrer avec la Guinée dans la même direction par rapport à ses objectifs. Justement, c'est hier que la session s'est ouverte à Bamako avec à la clé la création d'un cadre juridique et constitutionnel. Déjà, plusieurs propositions de projets sont sur la table. La rencontre va durer 2 jours. Et de retour à Conakry, on s'intéresse à la célébration de la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail. Cette année, la thématique s'articule autour de la collecte et l'utilisation des données. Les acteurs sont appelés à une synergie d'action pour prévenir d'éventuels cas d'accidents de travail et autres risques professionnels. Le récit de Souri de Kira. La prévention et la gestion des accidents de travail et autres risques professionnels est l'une des missions essentielles du Service national de la médecine du travail. En Guinée, plusieurs défis interpellent les acteurs malgré l'existence d'une loi réglementant le secteur. Quand vous visitez aujourd'hui les entreprises, vous vous rendez compte que ce qui s'y passe comme activité sanitaire ne répond à aucune norme. Voilà. Et il y a des employeurs qui se permettent aujourd'hui de prendre de gré à gré un dentiste, un gynécologue ou un médecin journaliste pour faire office de médecine de travail en entreprise. Ils ne s'y connaissent pas. Il ne s'y connaît pas. Donc ça crée un véritable goulot d'étranglement parce que pour avoir une liste de maladies professionnelles, il y a les préalables. Les départements concernés par les questions de santé et de sécurité au travail se mobilisent. Ils tentent de relever les multiples défis qui se posent au secteur. Les échanges portent sur les techniques de prévention et de gestion des risques au travail. La présentation sur la prise en charge d'un cas d'accident de travail en BTP a marqué les esprits. Un cas reçu au service de chirurgie viscérale de l'hôpital national d'Onka. C'est un jeune qui était sur le sommet d'un immeuble de 4 niveaux et il a trébuché, il est tombé sur un chevron. Il est tombé sur un chevron qui était planté au sol. Et voilà, il a été embrouché. C'est ce que nous appelons en termes techniques empalement. Et on l'a dit, empalement, accident de travail, pas comme les autres. Donc arrivé à l'hôpital, j'avais un bois de comme ça, 6 mètres, on est arrivé à le mettre dans le bloc opératoire et nous l'avons opéré. Voilà, vous avez vu les images, ça se passe de commentaires. Miraculeusement, Dieu nous a aidés à le sauver. La problématique de la sécurité et de la santé au travail est une question multidimensionnelle. Les actions à mener exigent la synergie entre les services de la santé, la fonction publique, l'emploi, la Caisse nationale de sécurité sociale et l'inspection générale du travail. Nous avons assisté à beaucoup de présentations qui sont très illustratives et qui ont montré les différents défis auxquels nous faisons face en termes de sécurité et de santé au travail. Donc l'une des priorités du gouvernement du président de la République, c'est de mettre l'accent sur la synergie entre les différents départements qui interviennent dans la sécurité et la santé au lieu de travail. La célébration de la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail est instituée depuis 2003. Son but est de minimiser les accidents de travail et les risques professionnels.
Comment amener les jeunes à s'auto-employer? La question intéresse la Chambre de commerce de l'industrie et de l'artisanat. Depuis hier, elle offre une formation à une cinquantaine de jeunes sur la création d'entreprises. L'objectif recherché est de réduire le chômage dans le pays. Alpha Isiagaba, Mamadou Saliouba. Après le cycle universitaire, ils sont nombreux à vouloir créer leur propre entreprise. Seulement, tous n'ont pas les compétences. Désormais, ces jeunes entrepreneurs vont bénéficier de l'appui de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Ces jeunes sont les premiers à acquérir l'expérience de la Chambre de commerce en création d'entreprises. Il y a des gens qui ont la volonté et l'envie de créer une entreprise, mais qui ne s'y connaissent pas. Donc, il faut les initier à la gestion d'entreprise. Cela coïncide ou cadre avec la politique du professeur Alpha Condé dans le cadre de l'accompagnement des jeunes pour gérer des projets eux-mêmes. Donc, création d'emplois pour eux afin qu'ils puissent se prendre en charge. Durant cette session, les débats vont porter sur la conception, l'implantation et le financement d'entreprises. Ces jeunes, tous diplômés, sont animés par la volonté d'avoir leur propre entreprise. Cette formation devrait conforter leur élan et faire d'eux une nouvelle génération d'entrepreneurs. Comment faire les préalables qu'il faut pour créer son entreprise? Je crois que ces structures manquent et c'est cette opportunité que la Chambre de commerce a saisie à travers ce projet pour que nous puissions aller vers les jeunes, les inviter, les sensibiliser à créer leur entreprise. Cette session devrait renforcer les capacités de ces jeunes et leur permettre de réaliser leur rêve, celui de créer leur propre entreprise. J'espère vraiment qu'à la sortie de cette séance de formation, que je serai armé, outillé des connaissances nécessaires pour pouvoir me permettre de monter mon entreprise et de réussir dans la vie. D'autres jeunes entrepreneurs vont bénéficier du soutien de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Objectif, réduire le chômage par la promotion de l'auto-emploi. Et puisqu'on parle d'entrepreneuriat, 3 jeunes Guinéens sont retenus pour aller défendre leur projet à Casablanca, c'est au Maroc. Ce sera le 5 mai prochain et c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs appuyée par le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Abdulaziz Baldri. Les entrepreneurs guinéens à l'honneur pour exposer leurs talents. À travers le CESID, Centre de jeunes dirigeants d'entreprise, plusieurs structures ont été présélectionnées afin de les accompagner dans leur projet d'autonomisation. Aujourd'hui, sur 10 soumissionnaires, 3 ont retenu l'attention du jury. Aujourd'hui, nous terminons avec la Guinée, donc c'est la première fois que nous organisons cela en Guinée, une tournée où nous avons fait plusieurs pays africains, d'Afrique occidentale, d'Afrique centrale également. Je reviens du Gabon, du Cameroun, on a fait le Sénégal, nous avons fait la Côte d'Ivoire, aujourd'hui Conakry, pour justement identifier les meilleurs projets sur le continent. Satisfaits de cette distinction, ces lauréats représenteront la Guinée les 4 et 5 mai prochains à Casablanca au Maroc. 19 pays devront étaler des projets pour en faire retenir 5 pour Las Vegas aux États-Unis. Une mission difficile, mais qui n'est pas impossible. Nous avons présenté un projet assez convaincant qui combine écologie et productivité, et le jury a cru en nous et nous donne la chance d'aller défendre notre projet à l'échelle continentale. Soutenu par UPA Africa, le CESID a pour ambition de former des dirigeants entrepreneurs afin de réduire le chômage des jeunes d'ici à l'horizon 2030. Vous êtes aujourd'hui en train de déchaîner, je dirais, le potentiel créatif des jeunes, et que ces jeunes puissent compétir et que celui qui a ou celle qui a le meilleur projet ou le projet attractif puisse être retenu. On ne peut que vous saluer et féliciter Africa Hub et CESID. Créé en 2015 en Guinée, le CESID compte à son sein plus de 150 membres. Leur mission, accompagner le ministère de la Jeunesse dans son programme d'autonomisation des jeunes. Un coup de projecteur sur la ville de Kindia. Là-bas se sont achevés les travaux de la 9e Assemblée générale. Les acteurs de la société civile guinéenne ont planché sur plusieurs sujets majeurs. La tenue des États généraux pour régler la crise de leadership et la promotion des jeunes et femmes au sein des structures fêtières de la société civile. Reportage à Kindia, Makale Souma, Alia Kamara.
La société civile est pratiquement inaudible de nos jours suite à une crise interne de leadership et de mauvaise gestion des opportunités. Un constat partagé par les différents acteurs réunis à Kindia. La crise ne paraît pas simple, mais des solutions telles que les états généraux sont envisagées pour que le mouvement social guinéen retrouve sa force d'antan. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, tu ne vas pas vers un médecin pour faire la diagnostic, tu n'auras pas de médicaments. Donc il faut reconnaître au sein de la société civile aujourd'hui, il y a la crise. Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance et usurpation de pouvoir et des différents détournements qui s'est passé au niveau de la première structure qui a occasionné l'éclatement, qui a donné la naissance de plusieurs plateformes de la société civile aujourd'hui. Et pour ça, il faut trouver là une solution. Si c'est les États généraux qui peuvent régler le problème, pour régler le problème et bannir la crise qui se trouve au sein de la société civile, il faut vraiment le tenir. La promotion, le renouvellement des gouvernances et l'alternance dans les instances au profit des jeunes et des femmes est une autre problématique soulevée et discutée à Kindia. Des discussions qui ressortent la nécessité d'impliquer activement les jeunes et les femmes dans la gestion des organisations de la société civile guinéenne. Actuellement, la plupart des jeunes meurent sur la Méditerranée ou dans le désert. Et donc nous avons développé certaines propositions en ce qui concerne les perspectives pouvant aider les jeunes à se prendre en charge, et notamment l'entrepreneuriat jeune. La poursuite des dynamiques engagées après le retrait du projet prévu en 2019 est aussi une question essentielle débattue. La société civile guinéenne doit maintenant pouvoir se prendre en charge en pérennisant les acquis sur le terrain. Une priorité des nouveaux membres élus du dernier comité de pilotage du projet. Notre responsabilité et ma responsabilité, ce que j'essaierai de faire au maximum, c'est d'accompagner les ONG, les syndicats dans cette phase de 2 ans pour qu'après le projet autrement continue à vivre et encore mieux. Nous nous concertons, dès qu'il y a des enjeux, on se réunit tout de suite autour des enjeux, on partage des informations, nous partageons aussi des activités, qui peut faire quoi et qui peut aller où. La 9e Assemblée générale du projet s'achève. Les différents acteurs ayant pris part à ce rendez-vous annuel repartent confiants quant à la redynamisation de leurs structures respectives sur le terrain. Et on enchaîne avec cette coopération en matière d'éducation. Une délégation de l'École nationale de régie financière du Burkina Faso est en Guinée. Leur mission, renouer le partenariat entre les institutions d'enseignement des 2 États. C'est ce que nous rapporte Mamadi Gassama. La dernière vague de 4 Guinéens formés à l'École nationale de régie financière du Burkina Faso remonte à 1999. Pour relancer ce partenariat sud-sud, le directeur général de l'institution est venu expliquer aux autorités guinéennes les programmes de formation. Nous avons les mêmes problèmes, notamment en matière de finances publiques. Donc pour nous, il faut mutualiser donc nos efforts par la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les difficultés que nous avons dans nos pays, je pense qu'une école comme l'ENAREF, qui est au cœur du système, qui est au cœur de la formation, doit pouvoir contribuer à former les cadres de nos administrations sur des choses très très pratiques, notamment dans le secteur des finances publiques. Au total, 68 cadres guinéens ont bénéficié de l'appui institutionnel de l'ENAREF. Créée en 1988, l'École nationale de régie financière de Ouagadougou accueille de nos jours des étudiants de plus de 14 pays africains. Je pense qu'on va engager des discussions. En tout cas, ça figure au premier plan de notre plan global de formation pour nos cadres. La première phase, c'est d'abord de voir le contenu des formations, à la fois des formations continues, la formation initiale aussi, et encourager nos cadres à postuler davantage à ces formations. La relance de ce partenariat va sans doute contribuer à renforcer les capacités des cadres dans le domaine de la comptabilité, la fiscalité, la statistique et l'aménagement du territoire. Vous le savez déjà, Conakry vibre au rythme du livre. 6 jours se sont écoulés et le pays commence à tirer profit de ce méga projet qui est Conakry, capitale mondiale du livre. 100 manuels scolaires sont gratuitement offerts aux classes élémentaires de la capitale. L'œuvre est d'une ONG polonaise. On voit tout cela avec Amadou Touré.
C'est un don de 100 000 manuels scolaires destinés aux écoles élémentaires. Une initiative d'une ONG polonaise dans le cadre des activités de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. À travers ce geste, ces mécènes s'engagent à accompagner l'école guinéenne dans son programme de qualification. To, że Wrocław był światową stolicą książki, le cadre de ce transfert de témoins, la ville de Wrocław a décidé d'appuyer le ministère dans la réforme d'éducation pour aider les enfants de lire mieux et d'écrire mieux. Dans l'ensemble, ce sont des manuels didactiques et guides d'enseignants qui peuvent apporter un changement qualitatif à l'enseignement-apprentissage. Le plan pédagogique, c'est un document que j'apprécie parce que chaque mot vient avec son support pédagogique ou chaque support pédagogique vient avec les lexiques qui accompagnent le support. C'est un manuel qui facilite le travail aux instituteurs qui auront la charge de manipuler ce document parce que les enfants même vont se retrouver parce que les jouets, les choses qui sont prévues dans ce livre sont plus attrayants et vous savez que les enfants, c'est ce qui les attire, c'est ce qui les attire beaucoup, qui donne beaucoup d'importance. L'occasion a servi à la signature d'une convention de partenariat entre les deux parties dans le cadre de la distribution des manuels scolaires. Et voilà, ce sont au total 100 000 manuels qui ont été offerts par l'ONG polonaise. Vive la Guinée à Bruxelles. L'événement sera célébré le mois prochain. Vous allez le voir sur ces images, un rendez-vous où les opérateurs guinéens vont aussi échanger à travers un forum économique. La plateforme Vive la Guinée à Bruxelles est déjà lancée à Conakry. À présent, nous vous invitons à revisiter une page de l'histoire de la Guinée avec le parcours d'un illustre qui a marqué la vie du pays au XVIIIe siècle. Il s'agit de l'érudit et du chef guerrier Karamoko Alpha Molabé. Plus de 3 siècles après sa mort, ses descendants sont de retour sur ses traces. C'est dans le cadre de la Ziara organisée par la fondation qui porte son nom. À travers cet événement, la structure veut rappeler son engagement pour l'unité et l'éducation. Tierno Ousmane Diallo. Plus qu'un simple rendez-vous de prière et de lecture du Saint-Coran à la mémoire du fondateur de la ville sainte de l'Abbé, la 5e Ziara de Karamoko Alpha Molabé est une occasion de découvrir la vie et l'œuvre de l'une des figures de l'histoire de la Guinée, née en 1692 à Lélouman et décédée à l'âge de 80 ans. Nous accompagnons ses descendants et autres habitants de l'Abbé, désireux de découvrir des lieux où il a séjourné avant de fonder l'Abbé. Première étape de ce circuit touristique, le village de Lébilel, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. C'est ici qu'il a passé une partie de son enfance et a construit son premier foyer coranique après avoir étudié dans plusieurs prestigieux centres islamiques à travers l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez maintenant la mosquée aussi, on vient de marier à même pas 4 mois, 5 mois. Donc franchement, il est de notre devoir. Si dès qu'on parle de Ziara, il faut commencer par la source. Donc le tournal de Karamoko Alpha à Lébilel. Ça fait de 300 ans. Et pourquoi Karamoko Alpha fait ça? Parce que Karamoko Alpha, la dimension de Karamoko Alpha, c'était un homme rassembleur, un homme d'action. De son vrai nom, Mamadou Selou Diallo, dit Karamoko Alpha Molabé, a marqué son passage dans cette contrée grâce à son degré élevé de spiritualité qui lui permettait d'accomplir certains faits inédits dans la localité. La source d'eau de Lébilel est ainsi devenue un lieu touristique lié à l'histoire du fondateur de l'Abbé. Il résidait par là, il n'y avait pas de puits, il n'y avait rien. Il est venu faire des bénédictions ici. À partir de ça, ça a commencé de couler. Donc tout le village s'approvisionne à partir d'ici. Après Lébilel, celui qui fondera quelques années plus tard, en 1755, la ville de l'Abbé, s'est d'abord installé ici à Popodara, puis à Lafoudemben, où les communautés conservent jalousement les dernières traces existantes de son passage. Sous cet arbre, il prenait d'importantes décisions en compagnie de ses fidèles, tandis que cet espace abritait autrefois sa mosquée. Karamoko Alpha Molabé a séjourné dans cette contrée pendant 3 ans. Il est parti de Lébilel pour Popodra et de Popodra il s'est établi ici avant de continuer toujours vers l'est à Missi de Hinde. Et c'est à partir de là qu'il a vu en songe
là où il devrait implanter la mosquée que nous appelons actuellement mosquée Karamoko Alpha Moulabé. Missi Dehinde, c'est ici le lieu d'où Karamoko Alpha Moulabé découvrit l'emplacement idéal pour la grande mosquée de l'abbé. Plus aucune trace cependant de sa maison à cet endroit, transformé en cimetière. La découverte de lieux chargés d'histoire qui rappellent la vie de Karamoko Alpha Moulabé permet aux visiteurs de mieux comprendre la création de la ville tout en faisant la promotion du tourisme local. Et puis, la caisse Yetemali de Kindia vient de tenir son assemblée générale. Le personnel a passé en revue le rapport d'activité du conseil d'administration provisoire de la coopérative d'épargne et de crédit de la zone. Une rencontre qui a permis de mettre en place les membres du bureau. Suivez ce publi-reportage de Algassi Mouba. Après près d'une année d'activité, agents et clients de la caisse Yetemali de Kindia se réunissent. Objectif, jeter un regard sur les activités de la caisse. Cela dans le but de faire le rapport d'activité du conseil d'administration provisoire de la coopérative d'épargne et de crédit de Kindia. Dans ce cadre-là, il y a eu des ouvertures de comptes. Vous avez écouté, il y a eu plus de 100 et quelques personnes qui ont eu confiance en notre institution. Ensuite, nous avons aussi donné des crédits jusqu'à plus de 90 millions et nous avons mobilisé de l'épargne plus de 100 et quelques millions. Donc ces activités ont été menées et tout récemment, nous avons même signé une convention de partenariat avec l'APEG ici qui intervient dans les structures, l'agriculture. Cette assemblée élective a permis de mettre en place les membres du bureau. Ils occuperont désormais ce nouveau bâtiment au centre-ville de Kindia. Une façon de rapprocher la microbanque des clients et collecter l'épargne en vue de la rétrocéder dans la localité sous forme de crédit aux membres. La principale mission des microfinances, c'est de satisfaire les besoins de cette couche de la population qui n'a pas accès au crédit classique des banques. Soit parce qu'ils n'ont pas de maison à hypothéquer, soit parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et c'est ce vide que ces institutions-là viennent combler. Il ne s'agit pas de prendre le crédit, mais il faudrait que les gens aient la conscience de rembourser ces crédits parce que c'est en quelque sorte un fonds revolving. C'est ce crédit-là remboursé qui permettra à cette institution de penser à d'autres. Il ne s'agit pas de venir prendre et ne pas rembourser. L'implantation de cet organisme de microfinance va permettre à la population de Kindia de bénéficier de crédits en vue de mener à bon terme leurs activités. Une action de lutte contre la pauvreté à travers l'épargne et le crédit. À 30 ans d'existence, ça se fête. La Bonagui, leader des boissons non alcoolisées, célèbre ses 30 années d'activité en Guinée. Et grâce à la qualité de ses produits, la Bonagui dispose aujourd'hui de plus de 13 500 points de vente à travers le pays. L'entreprise est aussi un partenaire privilégié de la Fondation Prosmi de la Première Dame. C'est un autre publi-reportage signé Maïmouna Beladia. Depuis 1987, la Bonagui fait sa part belle dans le marché de la consommation en Guinée. Un marché exclusivement basé sur la production et la vente des boissons non alcoolisées. Après tant de succès, cette entreprise dont la particularité réside dans sa disponibilité à collaborer avec l'État fait son bilan. Grâce à la collaboration avec la Fondation Première Dame, 250 patients ont recouvré la vue après avoir subi une opération de la cataracte en mars 2017. Ensemble, nous avons également fait dans de plusieurs équipements médicaux de l'hôpital d'Anka et des autres 2 conteneurs arriveront le mois prochain au pays. Cette série de Nature aux États-Unis. Aux côtés de la Coca-Cola PFA Foundation, nous avons permis 200 femmes de s'émanciper 2 ans autres dans les mois à venir, grâce à la formation dans la gestion de vente. Voilà. La Bonagui est effectivement un partenaire privilégié de la Fondation Prosmi. Donc elle œuvre aux côtés de Madame la Première Dame dans sa fondation pour des raisons caritatives. Donc il y a pas mal d'actions qui sont menées en collaboration avec la Fondation Prosmi. L'entreprise est présente dans tous les pays. Une omniprésence soutenue par des actions humanitaires. Perspective, nous allons investir de manière importante, de manière à s'assurer que
la société Bonagui est à même de pouvoir accompagner la population qui elle aussi continue à grandir et de s'assurer qu'on arrive à toucher tous les consommateurs sur toute l'étendue du territoire. Actuellement, nous servons à peu près 13 000 points de vente. On aimerait augmenter ce nombre et s'assurer que partout où vous vous trouvez en Guinée, lorsque vous avez soif, vous tendez la main et vous avez de quoi vous rafraîchir avec un Coca-Cola. La performance et la constance demeurent une tradition à la Bonagui. D'où la grande confiance de la clientèle dans l'entreprise. Bonagui, c'est les produits de Coca-Cola, toujours des bons produits, meilleurs produits, les produits de bonne qualité. Ils sont venus pour célébrer, montrer la puissance de Bonagui, montrer que Coca-Cola et CCBC, c'est une entreprise qui est là et qui surplombe normalement les entreprises de la place en ce qui concerne la fabrication, la distribution des boissons non alcoolisées. Ce film documentaire traduit le parcours fulgurant de la Bonagui. Pour joindre l'utile à l'agréable, un tirage exceptionnel illumine cette soirée et permet aux gagnants d'avoir gratuitement des lots de canettes. On va parler sport et ce sont les phases finales du tournoi scolaire universitaire qui se poursuivent. La manifestation sportive se déroule au stade du 28 septembre et de celui de la mission. Après plusieurs journées, l'on s'achemine vers la grande finale prévue en fin de semaine. Plus de détails avec Ibrahima Souri Fofana. Au terme de 3 journées de compétition pleines d'engagement, de prouesse et d'espérance pour le sport national, les rencontres en football, basket et handball sont à la phase de la décantation avec les matchs explosifs des demi-finales pour accéder en finale. En football, série féminine, au stade annexe du 28 septembre, l'équipe de la commune du Kalouma s'est qualifiée aux dépens de la Basse-Guinée 3 buts à 2. Et l'équipe de la commune de Ratoma Base-Rékoué 5 buts à 1. Chez les garçons, c'est encore Kaloum qui se qualifie devant Matam 2 buts à 1 en première heure, tandis qu'en seconde heure, la Moyenne Guinée, après un but partout au temps réglementaire, s'est qualifiée au tir au but devant la formation de Matoto. En basketball féminin et masculin, les deux équipes de la Moyenne Guinée ont obtenu leur billet respectivement devant Matoto et Ratoma. Elles joueront la finale dans les deux séries contre les équipes de Dixine. Au compte de handball, l'équipe de la DCE de Dixine bat la Haute-Guinée 43 buts à 5 et la Basse-Guinée s'impose devant Matam 22 à 16. Chez les hommes, Dixine bat la Haute-Guinée 43 à 12 et Matam se qualifie devant la Basse-Guinée 22 à 18. L'épreuve du semi-marathon au compte de l'athlétisme aura lieu ce samedi matin à 9h sur une distance de 10 km. Nous sommes satisfaits parce que les jeunes se sont mobilisés pour répondre oui au SMUS Conakry 2017. Pour cette première édition, on peut se féliciter déjà qu'il n'y ait jusque-là pas eu de bagarre, il n'y ait pas eu d'incident majeur qui puisse entraver le déroulement de cet événement. La finale pour le football est prévue samedi à partir de 16h au grand stade du 28 septembre. Et on se quitte avec cette triste nouvelle. Décédé le 19 avril dernier à Paris des suites de maladie, le corps de l'artiste Djily Moussa Kouyaté est arrivé ce vendredi à Conakry. L'homme était guitariste, musicien, arrangeur et compositeur. Son inhumation est prévue lundi 1er mai à Imbaya Taneri. À l'âge de 65 ans, Djily Moussa Kouyaté s'en va en laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. Paix donc à son âme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.